Salam alaikum, je suis ravi d'être à Nabeul. C'est une ville que je chéris puisque des étés, on ne passe pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 week-ends pendant l'été quand on ne vient pas à Nabeul. Et nous avons des racines familiales puisque ma belle-mère est née à Nabeul. Et donc, et c'est un pays c'est une ville qui a cette caractéristique par rapport à tout le pays. C'est la seule ville grecque de Tunisie. Tout le reste est phénicien. Nabeul est la seule ville grecque de Tunisie. Et donc, ce n'est pas un fait du hasard que Nabeul soit cité par les historiens de l'Antiquité aussitôt, immédiatement presque après Carthage. Donc elle remonte dans une très vieille histoire et surtout elle a des traditions, on verra tout à l'heure, elle a des potentiels économiques aujourd'hui qui sont au top de ce qui existe, en médecine j'entends. Donc la question qui m'a été posée c'est de parler de la Tunisie et j'ai choisi le titre de puissance médicale. Effectivement, chaque pays a une puissance militaire, mais ça tue l'homme. Puis la Tunisie a une puissance médicale, c'est que, vous allez le voir, c'est une force qui remonte à l'Antiquité et qui perdure de nos jours. Et ce n'est pas un fait du hasard. Alors, pour expliciter cette lecture, en effet, les témoignages vous révèlent que depuis 25 siècles, et sans discontinuité, la médecine pratiquée en Tunisie est une médecine efficace. Maintenir le top d'une efficacité pendant 25 siècles avec toutes les modifications dans le temps, dans l'espace et des populations, c'est une prouesse hors pair, et ce qui me permet de dire que c'est une puissance. En effet, les textes de confirmation, Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ, va dire que c'est indiscutablement le peuple le plus saint. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. C'est bon. C'est indiscutablement le peuple le plus saint. C'est indiscutablement le peuple le plus saint que nous connaissions. 4 siècles après, nous avons Sallust, qui est un historien romain, peu enclin à parler d'une manière favorable de la Tunisie, va dire « ça agit, résistant à la fatigue, la plupart succombent à la vieillesse, sauf ceux qui périssent par le fer, car il est rare que la maladie les emporte. » Donc, 5 siècles avant Jésus-Christ, on va de plein pied, 4 siècles après, avec une autre confirmation qui abonde dans le même sens. Un travail a été fait par Nisser en 1977 sur la longévité des différents pays de la Méditerranée. Et donc chaque pays a pris en charge de parler de la longévité de sa région. Et ce travail-là s'est étendu du 1er siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ. Rome, 21 ans. Carthage, 47 ans. 49 ans. Et on disait à Rome que pour vivre longtemps, il faut aller en Afrique du Nord. Donc c'était un repère de bonne santé et de longévité. Cette lecture s'explique entre autres qu'aujourd'hui, un des sujets qui est débattu en médecine, le problème d'obésité, qui est un problème crucial à travers le monde. L'obésité était reconnue comme maladie et combattue au IIe siècle après Jésus-Christ, dans le traité de Caelius Aurelianus. Et donc il va démontrer il va la définir comme une action, une faiblesse, une difficulté respiratoire, une oppression des signes cliniques que nous connaissons aujourd'hui. Et il va même donc proposer comme traitement un régime alimentaire, des activités sportives, une hypersudation, une hygiène de vie. Et il va s'opposer sur un des points à Hippocrate. En effet, le sport était une pratique importante
en Tunisie, vous remarquez une chose, avec la différence de Rome, Rome avait des gladiateurs et des espaces où on tuait l'homme. À Carthage, on n'a pas ces espaces-là. C'est toute une autre philosophie. Et là, c'est une mosaïque de Gafsa, qui est très belle, et on voit les différentes pratiques sportives, et nous sommes au IIe siècle après Jésus-Christ. Cette mosaïque existe aujourd'hui au ministère des Sports à Tunis. Cette médecine et cette qualité de médecine, dans ce qu'on a pu aujourd'hui récupérer dans les documents, est constituée de 33 médecins, dont 2 femmes, par 14 produits par les textes et les autres par les épitaphes. Donc, soit 55 au total, avec 8 femmes. Cette médecine de l'Antiquité se poursuit au Moyen-Âge, et là nous avons un cours de physiologie sur l'odorat de Jazar. Et il va dire وقد ينبغي لنا أن نذكر معنى الرائحة وعلة حدوثها وبأي الأعضاء تكون ثم نرجع فنذكر غرضنا الذي جمعنا هذا الكتاب في ديوان الطب فنقول أن الرائحة تحدث عن بخار ينحل من الجسم ذي الرائحة بتشارك الهواء المحيط وينفذ معه في المنخارين إلى الدماغ بالاستنشاق فيشم الإنسان بمشاركة الروح الحساسة التي في بطون الدماغ. Il parle des circonvolutions cérébrales et nous sommes au IXe siècle. Donc, pour parler des circonvolutions cérébrales, démontrer le passage de l'odorat, c'est qu'il a disséqué, il a expérimenté, et aujourd'hui il est considéré comme le père de la médecine expérimentale. Et vous verrez que transformation d'histoire, c'est Claude Bernard qu'on enseigne aujourd'hui dans nos écoles. Et il va faire un traité passionnant, un traité des parfums et des essences, et je crois que cette année, il y a un travail qui est fait pour créer un musée des parfums à Tunis. Ce travail est très beau parce que là, c'est une... Mouya Abou Salt, nous sommes à Mahdiya, et Mouya Abou Salt va parler de la cinématique des médicaments. يقول وقد يركب الدواءان ليكون احداهما معينا للاخر على فعله اذا كان ضعيفا كتركيب الزجاج مع التربط فان التربط اذا شرب وحده لم يخلو خوفه على فعل له قدره فان قرن بالزنجبيل اسهل بلغما مزاجا كثيرا. Donc il donne une association pour augmenter le principe actif. Par contre, وقد يركب الدواءان ليمسك احدهما الاخر. La pharmacodynamie des médicaments date officiellement des années 1970. Et elle est décrite au XIe siècle. Le Mukhtasar al-Farisi, il va, si je l'ouvre, décrire la tuberculose et l'anatomopathologie de la tuberculose. Et nous sommes au XVe siècle. يقول وسب قرحة في الرئة فإن الإنسان إذا جاوز في النفس 40 يوما صار مسلولا يحصل برأه وقد يكون عن قرحة في الصدر والحجاب إذا انخرق وإذا لم ينخرق. Donc il va parler de l'abcès pulmonaire et d'ouverture ou la non-ouverture de l'abcès pulmonaire. Donc il est bien antérieur à l'aïeul. La Tunisie va être visitée pour essayer de comprendre comment la peste étant dans le bassin méditerranéen se bat Tunis pendant presque un siècle. Et ces travaux sont rapportés par Callaghan, par Sebag, par Valenzi. Donc les gens sont venus comprendre, mais comment avez-vous fait pour échapper à la peste qui sévissait dans le bassin méditerranéen? Et là, c'est un document qui est très beau parce que c'est une patente de code de commerce.
Et dans cette patente, elle est délivrée, elle doit attester du bon état sanitaire de la région, tout partir le navire. Et donc, Gaïd Jaloui, c'est Mahmoud Jaloui, avait cette patente, donc il pouvait exporter ses produits en Italie, puisque la Tunisie étant considérée comme un pays indemne de maladie. Une certification. Certification. Alors ça c'est très beau parce que c'est un médecin autrichien qui était nommé médecin de l'armée et des soldats sont tombés malades. Il n'a pas su les traiter. Ces soldats vont partir au Kef et ils vont guérir. Et c'est une lettre qu'il envoie à sa sœur et il va lui dire هذا وكل ما حصلت عليه من دواعي الرضا استحسان الناس وامتنانهم من ذلك أن العساكر يفكرون في مناشدة الباي عند العودة أن يثبتني طبيب العناية كما بلغني عن الزواوة أنهم يفكرون نفس التفكير هذا رغم أن الحظ خان كل ما احتجت إليه للبرهنة على مهارتي كطبيب فقد مرض الفريق واشتد به الداء رغم كل عنايتي وفحصي إلى أن فقد ثقته بعلاجي وتحول إلى الكاف فشوفي على يدي بعض أطبائهم الرعوانيين فما عسى أن يكون موقف الناس من هذا صحيحا أن ما حصل من التجارب التي يمر بها كل طبيب تقريبا لكن وقعها في نفسي أشد من أي كان وهذا هو السبب الذي يجعلني يفكر في تغيير مهنتي واتباع الفلاحة على الأرض مثلا التي أرى فيها النشاط الطبيعي الوحيد الذي يمكن الإنسان من تفادي دروب الشجاع والتذلل للغير وخيشة أحوال الناس. Donc déçu, écrit à sa sœur, je vais quitter la médecine parce que je n'ai pas su traiter les malades qui ont pu être traités par les médecins du cœur. La France en visite en Tunisie, parce que ces chefs de Clévé nous disaient que la Tunisie n'a jamais été colonisée, souvent visitée, parce qu'on ne colonise pas une civilisation. Et les médecins de l'armée française qui accompagnaient donc l'armée française sont étonnés de la qualité de la santé dans ce pays. Berthelon va dire, mais ils n'ont pas les affections qu'on a en Algérie, sauf qu'il a oublié tout simplement qu'ils étaient en Algérie depuis 50 ans. Et que la France, en arrivant en Tunisie, n'avait pas de médecine. Et l'hôpital Charles-Nicolle n'est pas un hôpital Charles-Nicolle. Quand il a été créé par la France, c'est un hospice. Les hôpitaux naîtront en France en 1943, par la loi de 1943, qui sépare l'hospice de l'hôpital. Et donc, en arrivant en Tunisie, la France n'avait pas d'hôpitaux. Et ce qui explique que les hôpitaux bâtis par la France jouxtent une prison, aussi bien Charles-Nicolle que le Kef, que Benzar, que Rabta, tout simplement, et que le directeur de l'hôpital et le directeur de la prison, c'est Habs al-Amrad, la ilaj. On les parquait avec une seule porte. Catra va dire la même chose, il va être étonné de cette situation, de la qualité de la situation, et que cette qualité est de partout, aussi bien à Bizerte qu'à Sousse, elle est généralisée dans le pays. Ce qui explique que l'hôpital Assarman va décorer de la Légion d'honneur pour ses activités au cours de l'épidémie. Mieux que ça, nous allons voir Gaston Doumer. Et quand le président de la République française venait en Tunisie, un des sites visités, c'était Assarman. Gaston Doumer, en visite officielle en Tunisie, tombe malade. On l'emmène à Assarman. Assarman est l'hôpital, pas l'hospice du français. Et il va marquer son nom dans le registre des urgences de l'hôpital Assarman. Gaston Doumer, président de la République en exercice de la France. XXe siècle, la Société tunisienne de médecine fête donc un anniversaire et nous avons des lettres de Dreyfus, de Maître d'Aubier qui vantent la qualité de la médecine tunisienne. Donc, nous partons du 5e siècle avant Jésus-Christ au 20e siècle.
cette médecine n'est pas un fait du hasard, il y a de la recherche. Et ce qui est très beau, c'est ce travail-là qui a été fait sur l'action de l'ankylostome sur le système cardiovasculaire. Et c'est un travail expérimental, donc publié. Donc, c'est un pays où la recherche se pratiquait aussi. Alors, nous arrivons au XXIe siècle, et le XXIe siècle va dire, because of the quality of its health sector, Tunisia has the highest export potential for health services in Middle and North Africa. Donc, c'est 25 siècles d'une médecine efficace, sans jamais d'échouer. Alors, cette médecine est fabriquée en Tunisie. Elle n'est pas importée. Nous informons ce qui se passe de l'autre côté, mais la fabrication se fait dans le pays. En effet, voici le nombre de traités, aussi bien d'Antiquité que de nos jours, qui ont été publiés donc, par des médecins sur différentes pathologies. Autre point qui est important, c'est une médecine qui était diffusée. Nous étions un centre de diffusion de la médecine dans le bassin méditerranéen. Dans cette diffusion, nous retrouvons d'abord une diffusion dans le pays, et donc vous voyez tout ce qui est écrit, là, quand j'ai réuni aussi bien à l'Antiquité que de nos jours, tout le pays était couvert par la médecine, aussi bien dans l'Antiquité que de nos jours. Donc, les médecins, et diffusés dans le monde. Alors, dans le monde, là, nous avons la médecine qui va diffuser en Espagne, et Pierre Boucher va dire les manuscrits des médecins africains Caelius, Aurelianus, Cassius Félix, Pseudo-Saranos et tradition également africaine, d'œuvres médicales grecques contribuèrent à maintenir en Espagne d'œuvres médicales grecques. Et vous verrez pourquoi, parce que pendant un certain temps, on n'acceptait pas. On a éliminé ce versant sud, donc tout ce qui pouvait être médical, ça ne pouvait qu'être le grec et non carthaginois. Là, nous avons le passage en Italie et la traduction de Zed Moussefr de Ben Jazar par Constantin l'Africain et la naissance de la médecine occidentale. La médecine occidentale va naître à partir de Salers et de l'Italie, grâce à Kéron. Les médecins kérouanais étaient enseignés à la Sorbonne dans le texte du programme de licence à Paris, donc au XIIIe siècle. Et nous avons Hunayn Ishaq al-Israili, Ibn Jazar, qui était donc figuré dans l'enseignement de la médecine à Paris. Enfin, on venait en Tunisie chercher les livres de médecine, puisque la bibliothèque de Tunis était la bibliothèque la plus fournie en technologie. Et là, c'est une ambassade envoyée par Charles François d'Angers. Là, j'essaie de répertorier les différents pays où les livres tunisiens existent et les diffuser un peu à travers le monde. Et j'en ai plus loin, au dernier congrès d'histoire de la médecine, on a eu quelqu'un qui était venu de Quito, qui nous a ramené un manuscrit médical arabe de Quito, donc il devait remonter, donc Christophe Colomb, pas Christophe Colomb, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait un manuscrit qui était à Quito, dans la faculté de médecine. Cette médecine est encore d'actualité, puisque M. Jazar va parler de l'Alzheimer. Et son traité topénicien va être traduit en 1995 en Angleterre, en 3 langues, en anglais, en français, en arabe, en anglais et en hébreu. Donc, et il va dire قال أعوذ الله من فقدك المنتفعين بفوائدك تكون وقد رسمت لك بسلم donc طبيعيا ما تعرض لك من كثرة النسيان وقلة الحفظ مع دوام الدراسة. Et donc là, c'est une médecine qui était recherchée, et nous sommes en 1995. Là, la qualité de cette médecine fait qu'une demande d'emploi française pour un médecin français pour travailler à Tunis. Donc c'est une lettre qui est envoyée
Alhamdulillah wahdah wa ilayhi yarja al-amru kulluh. Quand un chrétien parle, écrit à un musulman, احنا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Donc, cette deuxième partie de la formule ne fait pas partie de son corpus. Alhamdulillah wahdah wa ilayhi yarja al-amru kulluh. من جانب الحضرة الكونية لويس شوبي قنصل جنرال دولة فرانسيس في محروسة تونس إلى جناب حضرة الأكرم الأفخم الأصيل المبجل محبنا وصديقنا سيدي مصطفى صاحب الطاعة أسعد الله أوقاته آمين. أما بعد فإنه بلغنا أن فضيت وظيفة من وظائف الأطباء لمارسان المرضى في تونس، فلتعلم محبنا أن النفر السوجي الفرنسيس المسمى بكري يقصد يخدم عندكم وهو جراح قد كانوا استخدموه في المحلة، وكون أنه فاضل أشغال من غير متوسط. Donc une demande d'emploi pour un médecin français qui était au chômage. Alors, trois questions se posent. Pourquoi nous savons pas cette médecine de forme millénaire? Comment expliquer cette longévité et cette bonne pratique médicale en Tunisie d'une manière constante, pérenne? Enfin, cette efficacité peut-être se poursuivre aujourd'hui si nous prenons les mêmes paradigmes d'enfants. Alors, nous ne savons rien. Est-ce que c'est ignorance de l'histoire ou une distorsion de l'histoire? Alors, ignorance de l'histoire, nous partageons cette responsabilité, puisque les historiens, quand on parle d'un pays, d'abord, il y a deux éléments importants. Dans une ville, il y a le cimetière et l'hôpital, puis l'école. Or, aujourd'hui, quand on voit le Menez avec la construction, le Menez est une bouche. Il n'y a aucun cimetière de Menez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les cimetières de Tunis sont à place. Deux, quand on construit un espace humain, il faut un centre de soins. Et maintenant, il n'y a pas de centre de soins, c'est un dortoir généralisé. Donc, on double la population sans doubler, et c'est peut-être une des explications de l'état de nos hôpitaux aujourd'hui. Avoir beaucoup de monde et peu de moyens, et ne pas avoir changé les moyens. Alors, ignorance des historiens, mais les historiens de la médecine n'en parlent pas. Donc, il y a une omerta généralisée. J'ajouterai que si les Tunisiens en parlent, ils commencent par la situer à l'époque arabe. Et là, nous avons le traité de Ahmed Ben Millet, histoire de la médecine arabe, et Saïm Ammar, médecin et médecine de l'histoire. Donc, tout le passé anté-Kéron n'existe pas. Alors, le dénigrement, et là, il y a un élément qui est très important, le dénigrement des anciennes civilisations carthaginoises, et il va dire l'infériorité des Phéniciens. En fait, d'art semble du reste avoir persisté jusqu'à nos jours dans les pays qu'ils ont habités. C'est un astronaute. C'est les orientalistes qui bâtissent notre histoire. Et comme il a été décidé que la médecine ne peut être que grecque, donc tout ce qui n'est pas grec ne peut pas être comptabilisé. Et donc, un astronaute, comment éliminer? Tout simplement parce que les Phéniciens qui ont donné l'alphabet aux Grecs sont inférieurs aux Grecs. Et que ceux qui habitent les terres où ont habité les Phéniciens, c'est une contagion inter-siècle. Donc, parce que nous avons habité un espace où il y avait des attardés, donc nous évitons de leur retard. Et c'est un instrument. Alors, aujourd'hui, même la médecine pharaonique est occultée. En effet, il y a une question qui se pose. Hippocrate. D'abord, à une époque où Marc Aurèle a décidé, où on a des statues réelles, Hippocrate, on n'a aucune statue d'Hippocrate. Elles sont toutes imaginaires. Deux éléments qui est important, ce qui est sûr, que dans l'immense majorité des écrits qu'on attribue à Hippocrate, ils ne sont pas de lui. C'est l'hippocratomanie. On va coller à Hippocrate tout ce qui pouvait bouger en médecine.
c'est Hippocrate. Si on revient à Hippocrate, ajoutons qu'Hippocrate est diplômé d'Égypte. Il est diplômé de l'école médicale d'Égypte. Ensuite, que génération de Grécolades n'en consacra pas moins Hippocrate, le plus grand médecin de l'histoire est connu, et firent de lui le symbole du médecine grecque idéale. Et on va même plus loin, le serment d'Hippocrate n'est pas de lui. On jure sur un serment qui est un faux serment. Donc on abjure. Je ne sais pas ce que pensent les juristes. Alors, l'Ishkelfi, c'est que l'Occident était dans le Moyen-Âge. Et l'Occident a fait l'erreur par rapport à la rive sud, c'est que l'Église de la rive nord a essayé de diviser entre laïcs et religieux. La rive sud n'a pas fait cette division et Saint-Augustin insistait sur la lecture des traités païens pour comprendre les traités religieux. Or, au nord, c'était interdit. Et donc, au nord, on a perdu le grec. On a perdu les documents. Puis, on s'est rendu compte que la cause de du Moyen-Âge, donc de l'état dans lequel ils étaient, c'est tout simplement parce qu'ils ont perdu le relais de l'Antiquité. Et ils se sont mis à récupérer cette Antiquité. زبيبو خمس كل حاجة Antiquité يهزوها. Donc, à la fin du 15e, 16e siècle, les faussaires ne cessent de retrouver des documents supposés disparus inédits, textes littéraires, inscriptions, le testament. On va fabriquer de l'histoire. Et tout le Moyen-Âge, la Renaissance occidentale est basée sur que des faits. On enseigne aujourd'hui. Et ça, c'est l'encyclopédie Histoire d'Europe 2021. En effet, Jacques Godin va parler du vol de l'histoire qui va être à l'origine des chocs des civilisations. Et vous comprenez que quand un pays du Nord agresse un pays du Sud, la première mesure qu'il fait, il lui vide ses musées. Première mesure, vider les musées. Enlever la mémoire. En effet, le terme de Pythagore n'est pas de Pythagore. Hey, mais c'est Pythagore. La loi de la gravitation, c'est pas Newton. C'est Mbourik al-Baghdadi. 4 siècles avant Newton va dire يتساوى في الخلل سقوط الكبير والصغير الثقيل والخفيف والمخروط على رأس الحاد والمخروط على قاعة الواسعة. Newton ignorait le vide. Mbourik al-Baghdadi il connaissait le vide. يتساوى في الخلل. Et nous sommes au XIIe siècle. Mbourik al-Baghdadi était le chef de file de l'école de physique. Et vous savez comment on appelait la physique en arabe? Comment on appelle la physique en arabe? علم الحيل. La mécanique. علم الحيل. كيفاش تحايل. Vous avez un grand poids, comment le prendre? Faites un levier. Donc, regardez comme ce terme est beau. الحيلة مش باهي. Mais quand vous dites à un enfant, tiens, باش عندك الحيل، أول حاجة نقز عليها. فهمتني؟ Donc, علم الحيل. كيفاش تحايل على ما هو باقي. Cette appropriation de l'Occident est utilisée comme un moyen pour passer de la Renaissance, 16e siècle, résurrection de l'Antiquité profane et sacrée. La pensée chrétienne de la Renaissance avait accueilli toute la tradition antique, conserve l'harmonie entre la Bible et la philosophie antique. On se réconcilie avec Saint-Augustin, parce que Saint-Augustin était honni de l'Église de Rome. Honni pour, et vous verrez tout à l'heure, parce qu'il avait une autre conception de la chrétienté, qui n'était pas la chrétienté de Rome. Et d'ailleurs, quand il parlait du pape de Rome, il disait l'évêque de Rome, qui était assez inculte, comparé à Saint-Augustin. Et donc, le XVIe siècle, on va se réconcilier avec Saint-Augustin, après l'avoir honni, et ça leur a valu ce bannissement de passer le Moyen-Âge. Et donc, pour arrêter ces dérives, la Tunisie, et ça, il faut rendre hommage à Allah, c'est Ravi Gez, un des membres fondateurs. Il fallait arrêter ces dérives, et donc on va monter la première société d'histoire de la médecine de la pharmacie. Et on va se mettre réellement aujourd'hui à lire nos propres documents et à ne plus compter sur les autres pour nous expliquer notre passé. Voilà. nous disons le cheikh الدكتور عايلته من جيرانه ولا من أجنبي. ولد البلاد هو المسؤول عليه.
Et donc, on va diffuser cette approche à travers toutes les couches que nous pouvons rencontrer, l'école primaire, secondaire, faculté de médecine, société civile, des médecins, la rue du Pacha, un master à la faculté et aujourd'hui un ABEP. Donc, il faut que le Tunisien se ressaisisse de son patrimoine et de son passé. Halt, ça suffit, cette colonisation de l'esprit. Donc, pourquoi? Parce qu'Albert va dire que la carence la plus grave subie par le colonisé est d'être placé hors de l'histoire et hors de la cité. Pour ceux qui ne connaissent pas Albert Memmi est un Tunisien juif qui avait la double ennui d'être d'abord tunisien et juif. Donc, exclu de l'histoire. Donc, et il reprochait, il disait, attention à cette carence-là. Une des premières, donc tout est fait aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous regardez l'histoire de l'Égypte, qui fouille dans l'Égypte? C'est pas les Égyptiens. Ceux qui n'ont pas d'histoire ont un lot d'archéologues. Et ceux qui ont de l'histoire n'ont pas d'archéologues. Et les archéologues façonnent l'histoire des autres. Les égyptologues. Ils façonnent l'histoire des autres. Et donc, c'est une colonisation sournoise, mais qui est puissante parce qu'elle détruit, elle sape complètement l'individu de l'intérieur. Et là, vous voyez la réaction des étudiants quand on leur parle de leur patrimoine et de leur attacher leur patrimoine, la médecine, leur patrimoine. Ils vous disent, nous sommes métamorphosés, c'est une inspiration, c'est un optimisme, c'est une fierté et amour de la Tunisie, c'est une nouvelle vision de la médecine, donc les étudiants réagissent. Et on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui s'ils prennent leur bagage et partent, parce qu'ils ne comprennent rien du tout, ils sont appelés parce qu'ils ont appris. Mais quand vous ne leur dites pas du tout, voilà s'ils sont là, ils vont vous expliquer le pourquoi des choses, ils remettent leur valise et se remettent dans le pays. Et donc, le départ n'est pas un départ gratuit. Ce n'est pas tellement les finances, et beaucoup de gens vous le disent, ce n'est pas tellement les finances, c'est Marpic Karanti. Or, Karanto passe par sa dignité passe par son histoire. Et son histoire a été bafouée. Alors, bafouée, et c'est pas moi qui le dis, c'est Huntington, après l'indépendance, les élites anciennes colonies ont éprouvé le besoin de se distinguer des couches populaires par les couramment anglais, français ou toute autre langue occidentale, les a aidés. De ce fait, les élites des sociétés non occidentales sont souvent plus capables de communiquer avec les occidentaux qu'avec leur propre peuple. نحيلو التاريخ ومن بعد نحيلو اللي ينجم يخمم. شو قال؟ Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et donc, il va aller, et il n'y a pas longtemps, il y a eu ce qu'on appelle l'économie de l'histoire. Quand une ville a une histoire, les industriels se déplacent pour aller dans une ville qui a une histoire. Et c'est un mouvement qui s'est opéré donc, il y a quelques années en France. Alors, la science est l'asymptote de la vérité, c'est Victor Hugo. L'histoire est l'asymptote de la vie. En effet, pour le terme d'asymptote utilisé en mathématiques pour se projeter. Je suis d'accord, je n'ai pas fait d'erreur. Conditions pour tracer une droite. Quelles sont les conditions pour tracer une droite? Il faut 2 points. Et quand vous avez 2 points, vous avez tracé le futur. Or, sans le passé, on n'a que le présent, et ça explique un peu le désarroi dans lequel se trouve tout le monde. عندنا السفسات اليوم السروال المقطع والدجاج. Nous sommes perdus. Quel chemin prendre? Tout simplement parce que l'ancrage de l'histoire a disparu. Et donc, on est perdu, on est خضم العام نجيبوا على اليمين على اليسار. Donc, alors que la Tunisie, c'est un pays تاع حكماء والناس كانت تسترشد منه. اليوم احنا في المهب الرياح.
En effet, alors comment expliquer la longévité de la bonne pratique médicale en Tunisie? Eh bien, cette longévité s'explique par deux éléments fondamentaux, l'humanisme et la laïcité. Ces deux concepts sont carthaginois. L'humanisme est né à Carthage, la laïcité est née à Carthage. Vos preuves? Ben, tout simplement pour l'humanisme, c'est un vers de Terence. Je suis un homme, un poète du IIe siècle avant Jésus-Christ, je suis un homme et tout ce qui touche à l'homme n'est pas étranger. Ce vers célèbre l'Antiquité comme définition de ce que nous appelons l'humanisme. Donc la définition de l'humanisme, nous la devons à Terence, poète carthaginois, IIe siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, la laïcité, c'est pas moi qui le dis, c'est Benoît XVI. Le père de la laïcité, c'est Saint Augustin. Or, Saint Augustin est élève et enseignant de Carthage. Et il va épouser la philosophie de Tertullien, lequel va épouser la philosophie de Magon, qui parle d'humanisme, et qui va enfanter ensuite Caracalla, qui va parler de l'universel, de la pas l'identité. Là, n'est pas la pensée, c'est hein? L'universel, mais l'universel, لا عنده كلمة bien précise. الناس كل سواسية على الكون كامل. Or, ce livre de Caracalla est très beau parce que c'est l'édit de Caracalla. Quelqu'un, s'il y a un internet, il faut l'édit de Caracalla, le texte. Et ce Caracalla, tout le monde a essayé de l'appliquer. Les derniers en date, c'est l'Union européenne. Ils ne sont pas parlés. Alors, vous voyez très bien, c'est quoi la laïcité? C'est le vivre ensemble. Et cette laïcité, née à Carthage, se poursuivra à Kéron, partira par Salem vers l'Occident. Et il faut savoir une chose, c'est que la laïcité française, ce n'est pas la laïcité, c'est une laïcité du XIXe siècle, c'est une laïcité de séparation de l'Église et de l'État. Or, la laïcité, c'est le vivre ensemble, et ils sont vraiment à côté de la définition. En effet, ces différentes philosophies entre Carthage et Rome, l'espace carthaginois, l'homme est une fin. Dans l'espace gréco-romain, l'homme est un moyen. Et ce sont deux conceptions totalement différentes. Ceci va aboutir à la chose suivante. Regardez le sermon d'Hippocrate, le sermon de Hannibal, la veille de la guerre punique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, quand les dieux nous auront accordé le succès dans la guerre contre Rome et ses alliés, si les Romains demandent à conclure un traité d'amitié, nous le conclurons en précisant que la même amitié s'étendra à vous pour tout ce qui paraîtra bon à nous et à vous. Nous prêtions ce serment d'amitié et de dévouement, de bonne loi, qui nous fait à nous, parents et frères. Réponse du Sénat de Rome, dévotion, évocation, destruction de Carthage. Donc, ce sont deux philosophies totalement différentes. Et c'est pour ça que la philosophie du sud de la Méditerranée dérangeait beaucoup l'espace nord de la Méditerranée. Conséquence de cette philosophie, c'est qu'au 1er siècle, l'homme est une fin, au XVIIe siècle, l'homme est encore une fin, au XXIe siècle, l'homme est encore une fin, dans l'espace gréco-romain. Au 1er siècle, l'homme est un moyen, au XVIIe siècle, l'homme est une machine, Descartes, et au XXIe siècle, il est robot. Et on va faire disparaître complètement l'homme. L'homme n'existe pas. La robotisation, on le supprime. Et donc, ce sont deux philosophies totalement différentes entre Carthage, entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. En effet, vivre ensemble, c'est respect de l'autre, c'est la laïcité, avec comme conséquence ne pas copier. Or, l'homme, de sa naissance à sa mort, est un espace de besoin. Il doit tout le temps, donc il passe son temps à couvrir ses besoins.
Or, s'il ne peut pas copier, il est obligé de faire de la recherche. Et ça explique la continuité d'efficacité médicale à travers les siècles. En effet, à Kéron, on disait التقليد من نقص في العقول ودناءة الهمم. نقص في العقول ودناءة الهمم. Un journal الصباح de 2013 كيف نلتحق بالأمم المتقدمة علينا أن ننقل أعمالهم. Nous sommes en 2013 après une révolution. Ça va. Alors, quand on a des besoins, on est pauvre, et on va faire de la pauvreté l'élément du progrès. Ce n'est pas la richesse qui donne le progrès, c'est la pauvreté qui donne le progrès, c'est pas moi qui le dis. C'est appelé. La pauvreté, oui, la pauvreté, c'est elle qui fut au premier siècle de l'âge de l'humanité la fondatrice de tous les États, la mère de tous les arts. Donc, vous avez une inversion totale. pauvre ما عنديش ما نعمل شيء ناسي خاطر ما عندكش اللي يخدم لها عندنا مثل الشعب ياسر الخير يطري والبرد يعلم النبره والخياطه والجوع ما كلت السقاطه. C'est quand on est dans le besoin qu'on est créateur et quand on est repu, on ne fait plus rien. Et aujourd'hui, on passe notre temps à expliquer qu'il faut un budget. La recherche. Quand je fais la recherche, c'est pour diminuer le coût de revient d'un produit. Si je ne diminue pas le coût du produit, avec une recherche supplémentaire qui me coûte de l'argent, donc, on a travesti le concept de recherche. Aujourd'hui, nous vivons sur un concept erroné de la recherche, qui nous coûte beaucoup d'argent et pas de recherche, et pas de résultat. Ceci va se prolonger à Kérouan, où on va dire à Kérouan, Al-Haja al-Ikhtira. Et donc, c'est la même philosophie qui perdure. C'est par le besoin qu'on progresse. La Tunisie a la chance d'être dans le besoin. Et étant dans le besoin, cette chance doit être la meilleure. Et on va vous l'expliquer comment. Alors, en effet, le besoin et la recherche, c'est un va-et-vient, mais quand on arrive à la richesse, il n'y a plus de retour vers la recherche. اللي ماهوش عطشان لوش في الماء لواش واللي ماهوش جيعان لوش في الماكله لواش. Donc, la richesse, c'est un frein à la recherche. Pour continuer la recherche, et quand on est riche, il faut devenir pauvre. Parce qu'il faut trouver le besoin, moteur de la recherche. Alors comment quand on est riche, on devient pauvre? La solution est, nous la trouvons à Kérouan, et aussi bien à Carthage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voyager. On va faire du voyage, l'élément où vous coupez de tous les avantages que vous avez. Et avec البيت هذا تغرب عن الأوطان في طلب العلم وسافر في الأسفار 5 فوائد تفرج كرب وكساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. Aujourd'hui, que font les Américains? Se promènent dans le monde. Ils reprennent absolument le système prôné par Carthage et Kérouan. واحنا قاعدين نبكوا ونستناو رحمة الله. رحمة ربي حنلوحوها. ثم الشتاء وصلوا البر. Et après la révolution, وصلنا الحليب. وصلنا الزيت. سكر الكاتب. فهمني ونحبوا نتقدموا كيفاش حتى هذا وقت les éléments fondamentaux du progrès vous les annihilez. Alors, cette efficacité se poursuit-elle encore aujourd'hui? Une question qui se pose, transfert de technologie, est-ce que c'est taqlid? Ah, si c'est taqlid, il est proscrit par Kérouan. Et c'est quoi un transfert de technologie? واحد جعان حط خبزه في فمه. ما عادش يتحرك.
et la technologie est fille de la société qui la produit. Vous ne pouvez pas prendre une technologie, vous ne pouvez pas écrémer la technologie. Alors, principe d'efficacité, c'est une clé fondamentale en médecine et en sciences. Point important, علموا أبناءكم غير ما تعلمتم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. Quand on enseigne, il faut enseigner ce qu'on ignore. Si on enseigne ce qu'on a appris, on fait de la répétition, ce n'est pas de l'enseignement. Et Saint-Augustin va très bien expliciter, enseigner c'est faire signe, c'est nullement communiquer, parce que le mot est coercitif. Quand je vous dis à droite, je ne vous laisse pas le choix, alors que l'enseignement est un espace qui vous permet d'être libre. Or, le mot est coercitif. Je dis à droite, vous n'avez plus le choix de partir à gauche. Alors, comment faire? نعود فيه توا قر أيضا نعود فيه الحر يفهم الغمسة والآخر Donc, on a très bien compris que l'enseignement ne passe pas. L'enseignement, on le fait extraire de l'enfant, on ne le distille pas dans l'enfant. Et aujourd'hui, si notre jeunesse, notre intelligence est un peu tassée de Mahrez, c'est simplement parce qu'on essaie de faire passer des plats hadri beige et on demande de créer ces plats. On ne va pas les créer. Non, pas du tout. Et c'est un peu le système que nous reprenons quand je retrouve les étudiants, aussi bien à Rabat qu'à Charles-Nicolle. J'inverse les vapeurs. Nous n'allons pas de produits existants, nous reconstruisons le produit existant. En effet, pour preuve de ces deux philosophies, l'homme fin et l'homme moyen, c'est qu'une maladie vieille de 50 siècles, qui s'appelle l'ostéomyélite. La Tunisie va parvenir à la guérir par sa philosophie. L'homme est une fin. Les USA et la France seront tenus en échec. L'homme est un moyen. Et donc, l'homme n'est pas l'élément dans lequel on se tourne, c'est à la machine qu'on doit demander à vie. En effet, ce travail-là va être publié, et à Paris en 1995, dans les 60, j'avais rédigé dans le Marseille chirurgical un article intitulé de somatique de l'enfant, un problème non résolu, ce qui reste d'actualité. Ce monsieur n'est pas n'importe qui, il est président de groupe d'études de l'orthopédie pédiatrique et de la Société française de chirurgie pédiatrique. Une maladie qui remonte à Imhotep, à l'époque pharaonique. En 1995, il avoue ne pas pouvoir la traiter ni la comprendre. Les États-Unis font de même, puisque en 2006, l'Académie américaine fait le bilan de ses échecs thérapeutiques. Et parmi ces échecs se trouve cette maladie. Et ils vont dire The pathogenesis of disease is not completely understood. En 2001, on a envoyé un du groupe d'Aziz Arrahman aux États-Unis expliquer la méthodologie tunisienne, que le problème n'était pas un problème infectieux, mais c'était un problème vasculaire. Alors ils ajoutent It's believed to occur in relation to arterial and venous blood flow. Donc, 2006. Mais cette métaphore se pose à l'aise tout simplement parce que, là, je fais une parenthèse, c'est que notre enseignement de l'orthopédie est obsolète. Il y a un anachronisme entre ce qu'on apprend à la faculté et ce qu'on traite à l'extérieur. On apprend à la faculté les os de mort. Or, un os de mort est un constituant. L'os du vivant, 3 constituants. Os, vaisseau et cartilage. On va appliquer l'IRM, le scanner, l'IA, ce que vous voulez, sur un composant. On est طيب شكشوك تعطيني اتصال برا. طيب شكشوك. ما تنجمش تعطي شكشوك. إذا فلفل وطماطم وبصل. فهمتني؟ Et donc, il y a un anachronisme. On applique une technologie moderne sur des informations obsolètes.
mais qu'on ne peut pas changer. علاش on ne peut pas changer? Parce que البنية طلعت, souvent je dis aux étudiants, quand vous les trouvez en train de chercher au 20e étage, ما تطلعش مع ال 20e étage. ثبت الساس. اغزر الساس. علاش؟ خاطر عندهم مسلح الياسر في تونس. اللي قد تجي. برشا نقاط فهمتني مشكيها طلع عليها اللي قال لهم ارجعوا ثبتوا الساس. واذا كان الساس غلط 20 طاق اللي حد يفكر ويحضر فيه ما يصح حتى شيء. Repartez. Et c'est une continuité de cette médecine de Carthage et de Pérou. En effet, cette maladie est décrite par Imhotep. Pasteur va la découvrir presque 40 siècles après comme étant une maladie infectieuse. Fleming va arrêter cette maladie mortelle, va arrêter la mortalité par la découverte des antibiotiques. Et Azahamout va arrêter le processus par sa découverte de l'abcès supérieur. Fleming a eu un prix Nobel, mais il a arrêté une partie de la maladie. Ce quator a arrêté toute la maladie. Est-il mobilisable? Il doit l'être. Nabel, je suis un Nabel. Nabel a un musée. Une ville qui a un musée, c'est qu'elle a une histoire et qu'elle respecte son histoire. Donc, vous avez déjà un pas dans cette correction de la société tunisienne. Deuxième élément, en médecine, elle a continué le processus, puisque le premier traité de pédiatrie au monde, c'est Ahmed ibn Jassar. Le premier traité de pédiatrie occidentale, 19e siècle. Un décalage de 10 siècles. C'est-à-dire que Ben Allah a continué ce processus. Et donc vous voyez que Nabel est de plein pied. Nabel est une ville, un musée, donc est une ville qui a un écho avec l'histoire. J'ajouterai un traité fondateur de la gynécologie carthaginoise, Moschio. Si Mohamed Bachir va perdre cette lecture. Et si Moschio nous a laissé un traité, le voici le traité de Moschio, avec une anatomie, présentation, nous sommes au 6e siècle. Les différents accouchements et les difficultés de l'accouchement, ce traité-là va perdurer jusqu'au 17e siècle. Si Mohamed Bachir nous a laissé un gynécologue. Moschio, un traité, c'est Mohamed Bachir, un gynécologue, en sa fille, professeur Talenda Cheikh. Vous remarquez que c'est Mohamed Bachir, qu'est-ce qu'il tient à la main? Un bassin. Pas un CD, pas une imagerie, il tient un bassin. Donc, retour à l'anatomie réelle, pas à l'anatomie fictive. Autre point qui est important, Nabel fabrique deux grands produits médicaux. La cire ou le risque. Ce sont deux grands produits médicaux. Je parlerai de la cire et je laisserai la place à Hakim pour parler de la risque. En effet, la cire, c'est une haute technologie. Elle capte la poussière. Donc, les acariens que tu as, elle prévient l'asthme. Et j'étais au Yémen, l'ambassadeur de France avait ses deux filles qui étaient asthmatiques. De retour, fin de mission au Yémen, à Paris, aujourd'hui, en dehors de l'homme et de l'asthme, l'Arsira est utilisée dans tout ce qui est technologie. Les ordinateurs n'ont pas la poussière. Vous imaginez demain faire une industrie d'Arsira avec une étude scientifique de l'Arsira. Et l'Arsira, elle doit être enseignée dans les écoles. Dans les travaux pratiques, les gens doivent reprendre le système d'Al-Arsira.
C'est une haute technologie, une technologie d'avenir, et qui a été même appréciée, puisque l'asthme continue aujourd'hui, en 2023, 334 millions de personnes atteintes. Vous imaginez l'espace économique à développer avec 455 000 décès en 19. Et je souhaiterais qu'il y ait une étude sur l'Arcera Nabel, sur les pathologies. Nabel doit être exempt de certaines pathologies. Elle a connu sa fièvre avec l'armée allemande. Donc en 1942, les Allemands vont commander l'Arcera pour le couchage de leur tombe. C'était un bon de l'Arcera. Les risques. C'est ça. Je passe le défaut. Bonjour tout le monde, je suis son plus jeune frère. En fait, je vais commencer par cette diapo. Tout le monde connaît le piment, mais ce que je veux montrer à travers ça, c'est tout ce que l'on peut sortir. D'où ici à Nabel, vous sortez principalement la Hérissa, et donc c'est pas le patrimoine, donc c'est reconnu. Mais je vais vous montrer que juste dans ce que vous voyez devant vous, il y a plus de 200 éléments et que l'évolution de ces éléments-là, fonction de la manière de produire le piment, vont évoluer et avoir des applications dans différents domaines. Donc on va... Alors le piment, on dit que c'est venu du Mexique et donc c'est à travers le portugais et donc ça s'est développé dans le monde. Donc ça, c'est une origine qu'on donne. Par contre, il y a Mounia Adil qui vient de trouver une mosaïque. Et sur cette mosaïque, elle décrit donc un piment. Donc elle dit qu'en fait, le piment a existé donc déjà en Tunisie. On peut voir par la suite les pays où les poivrons sont les plus produits. Donc vous voyez que pratiquement la couleur du Mexique en quantité de piment, les couleurs sont les mêmes que la Tunisie. Là où c'est beaucoup plus produit, donc ça sera la Chine et l'Inde. Si on regarde les pourcentages, on voit que les 3/4 de la production est pratiquement en Asie, l'Afrique a pratiquement un quart, l'Europe presque rien et l'Amérique presque rien. Donc sachant que le point de départ était au Mexique, juste à côté des États-Unis, on peut se poser la question, est-ce que vraiment Mounia Adil a raison ou pas sur l'origine ou le point de départ du piment? Parce que s'il était si près d'eux, pourquoi il n'est pas aussi développé alors qu'on sait qu'il supporte les températures des États-Unis, non pas uniquement, c'est pas l'Arctique ou l'Antarctique. Ils ont des températures, des conditions climatiques qui permettent de le développer. Alors, vous avez vu le poivron que j'ai montré. Sur ça, regardez le nombre d'études de recherche qui ont été réalisées. C'est ça en fait, ce que vous disiez tout à l'heure. S'il y a quelque chose à voir se développer à Nabel qui a été donc reconnu pour l'Arcera, c'est de voir un travail sur ce produit-là. Et vous allez voir en fait tout ce qu'il renferme comme potentiel, comme domaine. C'est absolument faramineux, mais vous êtes resté sur un seul produit. Alors ça, c'est les différents types de poivrons et de piments coco. Et ça, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans cette image, c'est que dans les 200 éléments que l'on trouve là-dedans, leur concentration et les quantités vont varier en fonction de l'origine qui a été utilisée. Et donc, c'est-à-dire que si vous voulez jouer sur un produit particulier, vous pouvez cultiver ce que vous fonction de votre objectif. Donc, c'est ce que je vais essayer de montrer par la suite.
Alors, donc c'est la capsaïcine, c'est l'élément en fait qui donne donc dans l'échelle de Scoville, donc ce goût-là. La capsaïcine, il faut savoir que c'est à peu près il y a 4,3 microgrammes par gramme. Donc par gramme de poivron, il y a 4,3 microgrammes. Je m'étais amusé à faire un petit calcul. Si je veux acheter de la capsaïcine chez Sigma Aldrich, c'est à peu près 3000 dinars le gramme. Donc ça fait à peu près 3 milliards le kilo. Mais vous le vendez beaucoup plus cher. Alors j'ai essayé de m'amuser à faire un calcul et j'ai vu que vous le vendez à peu près à 14 000 dinars le gramme. Quand j'ai fait mon calcul, je me suis dit, si vous prenez la quantité qu'il y a donc, dans la harissa, quand ce que vous mettez pour faire votre harissa, la quantité de capsaïcine que vous mettez là-dedans, au prix où vous vendez le kilo de harissa, donc c'était 4,3 puissance moins 6, j'ai fait la conversion et j'ai trouvé que vous vendez la harissa à peu près la capsaïcine, pardon, à peu près à 14 000 dinars le gramme. Alors que capsaïcine, voilà, elle va arriver. Elle est la capsaïcine. Alors c'est très simple, la capsaïcine. C'est ça qui est génial. C'est pas le principal produit qu'on trouve dans le poivron. La capsaïcine, vous avez un cycle aromatique, pour ceux qui sont habitués, avec une fonction phénol. Et une fonction éther sur le côté. Et ensuite, vous avez une fonction amide. Vous voyez, en fait, ça c'est la partie A. Vous avez la fonction amide, donc c'est intéressant, parce que la vie de nous, il ne faut pas oublier que nous aussi, on est un plastique, on est un polymère. On est donc une action entre acides aminés. Donc on est un polyamide. On a près une vingtaine d'acides aminés. Une partie qu'on recycle, il y a 9 acides aminés essentiels qu'on ramène, et donc on est un super plastique avec le recyclage, puisqu'on recycle une vingtaine de acides aminés, et on les colle pour des fonctions à faire NHCO, donc des fonctions amides. Donc, et à ça, vous avez donc la partie C. Et donc ce qui est génial et ce qui est intéressant, c'est que votre poivron, des parties C, il va en produire. Il va produire des chaînes avec 1, 2, 3, 4, 5 carbones, une double liaison et un isocrène. Il va produire avec plus de liaisons, avec 3 doubles liaisons, avec aucune double liaison. Et votre poivron se met à produire énormément de dérivés de la capsaïcine. Et tous ces dérivés de la capsaïcine, donc là ils en ont compté à peu près 200, chacun de ces dérivés va avoir un potentiel pour traiter certains points. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez à la limite produire un poivron avec une capsaïcine ou un dérivé de la capsaïcine avec un but parfaitement visé. Donc, alors, là j'ai montré qu'on peut simplement en fait analyser donc les alors, donc parmi donc on parle de la capsaïcine. Donc qu'est-ce qui est également, je voulais intéressant, il y a 2 fois plus de vitamine C dans un poivron que dans un citron. Il y a donc, j'ai pris cette analyse-là, elle était intéressante. Ça, c'est un poivron donc, indien. Donc il y a du magnésium, du manganèse, du fer, du nickel, du zinc. Donc dans votre poivron, donc pour 100 grammes, donc c'est pour le piment indien. Donc il y a des glucides, donc des protéines, des fibres, et de la vitamine A. Il y a de l'acide ascorbique, de la thiamine, de la riboflavine, niacine. Donc calcium, fer, il n'y a pas de sodium. Ça c'est intéressant. Dans le poivron, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sodium. Mais par contre, il y a du phosphore et du potassium et du fer. Donc c'est. Mais ça c'est. J'ai vu, il y a des travaux qui ont été faits, 2 travaux par des Tunisiens dans toutes les publications qui sont faites dans le monde. Il y avait une thèse qui n'est pas terminée et un travail de publication d'une autre personne. Donc il n'y a pas beaucoup de travaux. Ça aurait pu être un grand
pôle de développement de tout ce qui est lié à la liste, donc les piments. Alors, voilà. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le radical R que j'ai installé. C'est votre plante, elle va s'amuser à en produire de tous les types. Et donc, après, voilà, regardez, suite au radical R, donc ce qui conduit l'enflement, ça va avoir un effet anti-cancer, un effet analgésique, un antibactérien et de la protection donc, de gastro. Donc votre poivron, vous en faites que la harissa, alors que les gens développent énormément de produits et des études donc, très poussées ont montré des applications et même maintenant c'est vendu, c'est commercialisé. Ça c'est là j'ai pris le NH, là c'est la capsaïcine, simplement. Là-bas donc il y a une fonction époxy pour un effet anti-cancer. Ici vous voyez il n'y a aucune doublison, donc ça sera l'effet antibactérien. Vous voyez, la nature, elle a une structure de base, donc le phénol avec son éther, le groupe amide, et elle s'amuse, la nature s'amuse à modifier cette chaîne R, et vous pouvez contrôler ce qu'elle va produire en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous objecter un produit plus cancer, vous allez générer plus cette molécule, vous allez l'aider à la traduire. Si vous voulez un anti-algésique, donc vous pouvez jouer sur ça, et ça demande un simple travail de recherche, une simple analyse pour pouvoir savoir comment vous allez faire l'objectif. Donc ça c'est également l'effet de la capsaïcine. Alors ils ont déjà montré comment au niveau de la santé, quel est le qui va être en contact et savoir qu'on a le sentiment piquant. Donc ça c'est un peu des études qui sont faites. On a identifié où est-ce que au niveau de la bouche, où est-ce que le contact est fait. Alors également d'autres applications de la capsaïcine, donc ce qui est relatif au cancer, il y a un effet d'apoptose, donc ce produit-là, un apoptose du cancer, l'apoptose c'est très simple, vous avez votre cellule cancéreuse, votre produit rentre dans la cellule, donc beaucoup de ça, moi je ne sais pas peut-être expliquer à des gens d'expliquer ça, et donc en rentrant, elle va tuer la cellule cancéreuse et elle ne touchera pas aux cellules saines. Donc vraiment, elle va rentrer dans la cellule et éliminer le cancer. Donc ça, c'est avec votre poivron. Donc, qu'est-ce qu'on peut... ça, c'est également donc, comme antagique. Donc, on voit, et ces produits-là, le poivron, maintenant, il est vendu. La capsaïcine ou ces produits-là sont extraits et commercialisés. Et donc, à des prix tout à l'heure, on parlait de 3 milliards pour le kilo, ça, c'est là où on a explosé les prix. On est passé à des prix complètement différents, avec un poivron. Également d'autres applications, donc c'est un répulsif pour les animaux. Donc, vous pouvez mettre, pour les lapins, tout ça, vous pouvez mettre le paprika. Si vous prenez un peu de paprika, vous avez vos melons. S'il y a des rongeurs, vous touchez un peu le paprika sur les melons. Plus de rongeurs. C'est un répulsif. Il est répulsif pour il est répulsif également pour les lapins, il est répulsif pour les écureuils, si vous avez des écureuils, si vous êtes au Canada. Donc il est répulsif pour un certain nombre d'animaux. Donc c'est des aimants, des activités antifongiques et également un insecticide. Donc ça c'est d'autres applications. Je vous ai montré juste tout à l'heure le poivron, mais je vais vous montrer un peu toute l'étendue, tout le champ qu'il y a à travers ça. Et que vous avez que la harissa, tout ça. Bon, c'est pas mal.
Alors, ça c'est la thèse que j'avais trouvée, donc ça c'est la thèse. Donc elle n'est pas encore terminée, je crois qu'elle avait commencé en 2013, et jusque-là elle n'a toujours pas terminé sa thèse. Et également j'ai trouvé une publication. Publication, c'est ça, il a étudié ce qui est intéressant, et pourquoi, donc ça rejoint ce que j'ai dit, il est resté dans le sud, donc Belle, Toaster et Gapsa. Il a pris des poivrons, et il a fait son analyse, et il a trouvé une variabilité de plus de 100%. Là, on est quand même dans c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser à contrôler le produit que vous avez produit. Donc, si vous voulez un anti-cancer, un anti-possible, et vous pouvez jouer sur ça, l'extraction est très simple. C'est un SOX clé. Avec un SOX clé en 5 heures, avec de l'éthanol, vous pouvez sortir après 92% à 95% de la capsaïcine. Donc, un SOX clé, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, les méthodes d'extraction ne sont pas. Et surtout, pour l'extraction, c'est quand même le pays. On ne voudrait pas de faire des huiles. Et à partir du géranium, le géranium, je trouve le mot en arabe. Je veux dire, tout ce qui est miroir ou attaché, voilà ça. Donc ça c'est un peu comme ça. En fait, ça, vous allez associer ce procédé-là au piment. Vous maîtrisez le procédé de l'extraction. Et vous avez le piment. Rien ne vous empêche de les associer. Et en association, vous allez sortir quelque chose de faramineux. Donc si vous voulez chercher des... D'accord. Donc il reste une seule diapo donc, par le professeur Sadam, et puis on passe à la session questions-réponses. Tout simplement pour dire que la Tunisie a quelque chose de particulier, c'est que chaque région a sa spécificité. La Tunisie est une mosaïque. Une mosaïque, c'est quoi? C'est un conglomérat de pierres. Si vous les enlevez, c'est des pierres simples. Si vous et la dernière, il y a peut-être Tataouine, puisque la dernière bactérie nommée au monde porte le nom de Tataouinensis, et qui a fait un grand problème aux États-Unis avec Bill Clinton. Ce n'est pas le moment d'en parler. Et donc, pour finir, je dis tout simplement, elle est une vie tunisienne. Elle a les mêmes propriétés, elle a une richesse incommensurable. Il suffit simplement de la dépoussiérer. Elle a donné ses chèdes, ses tabanes, ses chèdes, ses gestes. Elle a donné la sira ou la rissa. Elle remonte Tukri de la Calfinador de Néapolis au 5e siècle, le comptoir carthaginois, et lui confère le titre de ville d'Afrique du Nord la plus anciennement mentionnée par les textes après Carthage. Et merci. Merci beaucoup.